Les voyages en avion comptent parmi les moyens de transport les plus sûrs, mais lorsqu'un incident survient, les conséquences peuvent être dévastatrices. Certains crashs laissent des mystères et d'autres révèlent des derniers instants horribles. Revenons sur 5 des accidents d'avion les plus troublants de tous les temps. De véritables histoires de passagers et d'équipages confrontés à l'horreur en plein ciel. Le 24 mars 2015, le vol Germanwings 9 525 décolle de Barcelone, en Espagne, à destination de Düsseldorf en Allemagne. Il s'agit d'un vol de routine de 2 heures transportant 150 passagers et membres d'équipage. Parmi eux se trouve Marina Bandrés, monteuse de films de 37 ans vivant à Manchester, voyageant avec son fils Julian, âgé de 7 mois. Elle avait assisté à des funérailles familiales en Espagne et rentrait chez elle. Son mari, Pauwel Prats, attendait impatiemment le retour de sa femme et de leur fils. Mais tragiquement, ce retour n'a jamais eu lieu. Le vol se déroulait normalement et avait atteint son altitude de croisière de 38 000 pieds. À 9h30 GMT, les pilotes établissent leur dernier contact avec le contrôle aérien. Peu après, le commandant de bord, Patrick Sondenheimer, quitte brièvement le cockpit, laissant le copilote, Andreas Lubitz, aux commandes. Quelques instants plus tard, Lubitz modifie l'altitude de l'avion, amorçant une descente rapide vers les Alpes françaises. Les contrôleurs aériens remarquent immédiatement la chute d'altitude et tentent de contacter l'appareil sans obtenir de réponse. D'autres pilotes dans la zone essaient également de communiquer, mais le cockpit reste silencieux. Les passagers, inconscients de la crise en cours, poursuivent leur vol sans se douter du danger imminent. Le commandant réalise rapidement que quelque chose ne va pas. Il se précipite vers le cockpit et tente d'ouvrir la porte, mais celle-ci est verrouillée. Désespéré, il frappe la porte et supplie Lubitz de le laisser entrer. Mais aucune réponse. L'enregistreur de vol révèle que le commandant a même tenté de forcer la porte en vain. À l'intérieur, Lubitz reste calme, sa respiration est régulière alors qu'il maintient la descente rapide de l'appareil. Les alarmes retentissent. Terrain, terrain, pull up. Mais ces avertissements sont ignorés. À 9h41, l'Airbus A320 s'écrase contre la montagne à 700 km/h. L'impact est catastrophique. Personne ne survit. Les équipes de secours arrivent pour découvrir des débris éparpillés sur le flanc de la montagne. Les enquêteurs retrouvent rapidement la boîte noire qui dévoile les détails glaçants des événements. L'enquête met aussi en lumière les antécédents psychiatriques lourds de Lubitz. Il avait été diagnostiqué avec plusieurs troubles mentaux, notamment une détresse émotionnelle profonde. Quelques semaines avant le crash, on lui avait déconseillé de voler, mais il avait dissimulé son état à son employeur. Il avait également effectué des recherches sur les crashs d'avions et sur les moyens de contourner les systèmes de sécurité du cockpit. Il semble que Lubitz ait été submergé par des angoisses personnelles, en particulier concernant sa carrière et sa santé. La peur de ne plus pouvoir exercer son métier de pilote l'aurait poussé à commettre l'irréparable. La douleur est incommensurable. Marina et Julian ne sont que 2 des 150 vies perdues, chacune avec sa propre histoire, ses rêves et ses proches restés derrière. En réponse à cette tragédie, les compagnies aériennes du monde entier ont instauré des règles plus strictes, notamment l'obligation de maintenir en permanence 2 membres d'équipage dans le cockpit. Cette mesure a renforcé la sécurité des vols, mais pour ceux qui ont perdu un être cher ce jour-là, elle est arrivée trop tard. Le souvenir du vol reste une page douloureuse de l'histoire de l'aviation, un rappel de l'importance de la vigilance et de la prise en compte de la santé mentale dans les professions à haute responsabilité. Le 31 octobre 2015, le vol Metrojet 9268 décolle de Sharm el-Cheikh, en Égypte, à destination de Saint-Pétersbourg, en Russie. Il s'agit d'un vol de routine transportant 224 passagers, principalement des touristes russes de retour chez eux. Parmi eux se trouvait Darina Gromova, âgée de seulement 10 mois, qui voyageait avec ses parents. Tragiquement, aucun passager ni membre d'équipage ne rentrera chez lui. Seulement 23 minutes après le décollage, l'Airbus perd soudainement le contact avec le contrôle aérien. Alors qu'il volait à 33 000 pieds d'altitude, l'avion se disloque en plein vol et s'écrase au-dessus de la péninsule du Sinaï, en Égypte. Les débris sont éparpillés sur une zone de 20 km². Il n'y a aucun survivant. Cet accident devient l'une des pires catastrophes de l'histoire de l'aviation russe. Alors que les enquêteurs recherchent des réponses, ils découvrent le corps de Darina à plus de 30 km du site principal du crash. Cela suggère que l'explosion a eu lieu bien plus tôt dans le vol que ce que l'on pensait au départ. Sa localisation soulève de nouvelles interrogations sur la manière et le moment où l'avion s'est disloqué. Les enquêteurs trouvent de petits trous dans le fuselage avec des bords recourbés vers l'intérieur, signe d'une explosion interne. Les enregistrements des boîtes noires de l'appareil captent des sons inhabituels quelques secondes avant la désintégration de l'avion. Ces éléments pointent vers un acte délibéré, et non vers une défaillance mécanique. Des experts avancent l'hypothèse que l'engin aurait pu être introduit via les bagages. Des failles dans la sécurité de l'aéroport de Sharm el-Cheikh sont alors évoquées, soulevant des questions sur la faisabilité d'un tel attentat.
Quelques jours plus tard, une organisation terroriste revendique la responsabilité de l'attentat, affirmant qu'il s'agissait d'une riposte aux interventions militaires russes en Syrie. Les enquêteurs confirmeront par la suite la présence de traces d'explosifs étrangers dans les débris, corroborant cette revendication. Les passagers à bord étaient pour la plupart des familles, parmi eux Darina et ses parents, Tatiana et Alexei Gromov. Tatiana, alors en congé maternité, partageait régulièrement des nouvelles sur les réseaux sociaux. Peu avant leur vol retour, elle publie une photo de Darina regardant par la fenêtre de l'aéroport, accompagnée de la légende « La passagère principale ». Cette image, d'abord souvenir tendre, devient un symbole déchirant de la tragédie. La grand-mère de Darina, Elena Gromova, révélera plus tard qu'elle avait proposé de garder l'enfant pendant le voyage, mais le couple avait préféré partager ses vacances en famille. Ce qui devait être une escapade joyeuse s'est transformé en cauchemar. Au fil de l'enquête, les autorités russes confirment qu'un engin explosif est probablement à l'origine du drame. La révélation provoque une onde de choc dans tout le pays, et le monde entier suit les développements de la catastrophe avec émotion. La perte de Darina et de ses parents touche profondément l'opinion publique. Sa photo fait le tour des médias, capturant l'innocence fauchée ce jour-là. Elle devient le visage de la tragédie, un rappel bouleversant des conséquences humaines de tels actes. Dans les mois qui suivent, plusieurs initiatives sont lancées pour honorer la mémoire de Darina. Une pétition demande l'installation d'une statue à l'aéroport Pulkovo de Saint-Pétersbourg, d'où la famille était partie. La sculpture, proposée gratuitement par le célèbre sculpteur Zurab Tsereteli, représente Darina tenant un petit avion jouet symbolisant la perte tragique. Plus de 160 000 personnes soutiennent l'initiative. Cependant, les responsables de l'aéroport expriment des inquiétudes. La statue pourrait être trop éprouvante pour les voyageurs. Bien que le lieu d'installation fasse encore l'objet de discussions, la pétition reste un puissant témoignage de mémoire collective. La manière exacte dont l'engin a été placé à bord et les éventuelles failles de sécurité n'ont jamais été pleinement élucidées. Ce qui est certain, c'est que ce crash a laissé une douleur durable chez les familles des victimes et bien au-delà. La dernière photo de Darina à la fenêtre de l'aéroport reste une image marquante, symbole des vies envolées. Rien ne pourra effacer cette tragédie, mais son souvenir perdure, nous rappelant à quel point les vies innocentes peuvent être brutalement arrachées. Le 29 décembre 2024, le vol Jeju Air 7C22, un 6, assurait la liaison entre Bangkok et l'aéroport international de Muan, en Corée du Sud. Le Boeing 337-800 transportait 181 personnes, dont des familles revenant de vacances, des touristes et des passagers étrangers. Ce qui devait être un vol de routine s'est transformé en l'une des pires catastrophes aériennes de l'histoire de la Corée du Sud. De nombreux passagers avaient passé la semaine précédente en Thaïlande. Parmi eux se trouvait Kang Ko, 43 ans, chargé de communication pour l'équipe de baseball des Kia Tigers, sa femme Jin Lee Seon, 37 ans, et leur fils de 3 ans, Gomo. C'était leur tout premier voyage à l'étranger en famille et ils partageaient des photos de leurs aventures. L'une des dernières montrait leur petit garçon tenant fièrement son premier passeport, sans se douter du drame à venir. Alors que l'avion approchait de l'aéroport de Muan, il est entré en collision avec une volée d'oiseaux. Le moteur droit a été percuté, provoquant une panne. Des témoins ont rapporté que l'appareil avait tenté de reprendre de l'altitude, sans succès. Il a alors dévié de sa trajectoire et essayé d'atterrir par un axe non prévu. À l'intérieur de l'appareil, les passagers ne comprenaient pas pleinement la gravité de la situation. Un voyageur a envoyé un message à un proche « Un oiseau s'est coincé dans l'aile, on ne peut pas atterrir ». Quelques instants plus tard, un autre message a suivi. Est-ce que je dois dire mes derniers mots ? Ce fut le dernier signe de vie avant le drame. Le train d'atterrissage ne s'est pas déployé et l'avion a glissé sur la piste avant de s'écraser contre une barrière de béton. L'impact a provoqué une explosion massive, embrasant l'appareil. Les secours sont intervenus rapidement, mais les dégâts étaient trop importants. Près de tous les 181 passagers et membres d'équipage ont péri. Seuls 2 membres de l'équipage cabine ont survécu, grièvement blessés. Parmi les victimes se trouvait le jeune Gomo, dont le premier voyage à l'étranger s'est achevé en tragédie. Ses parents, Kang Ko et Jin Lee Seon, n'ont pas survécu non plus. Les photos qu'ils avaient partagées quelques heures plus tôt sont devenues des souvenirs douloureux de leurs derniers moments ensemble. Une autre victime, Siriton Cho, 22 ans et originaire de Thaïlande, se rendait en Corée du Sud pour commencer une nouvelle vie. Elle rêvait de devenir hôtesse de l'air et se réjouissait de retrouver sa mère, installée en Corée. Sa mère l'attendait à l'aéroport lorsqu'elle a appris la nouvelle du crash. Submergée par le chagrin, elle n'a pas réussi à croire que sa fille ne reviendrait jamais. Des familles entières ont été décimées. Un homme sexagénaire a perdu sa fille, son gendre et ses petits-enfants. Dans le village de Yongwang, d'où venaient de nombreux passagers, la communauté était plongée dans un deuil profond. Parmi eux, M. Bae, 79 ans, qui revenait de Thaïlande où il avait fêté son 80e anniversaire. Il rentrait avec sa femme, ses enfants et petits-enfants. Aucun n'a survécu. Le seul membre restant de la famille était le mari d'une de ses filles. Désormais seul pour porter ce deuil, à Yongwang, la tristesse était omniprésente.
Les voisins racontaient avec émotion la scène d'un chien de compagnie attendant patiemment le retour de sa famille, posté devant la porte et scrutant la route. Personne ne pouvait lui expliquer que ses maîtres ne reviendraient jamais. Pour les proches des victimes, la douleur est indescriptible. L'un d'eux, ayant perdu sa femme et ses 3 enfants, a déclaré « On aurait dû partir ensemble ». L'après-crash fut éprouvant tant pour les autorités que pour les familles. Les débris de l'appareil étaient encore en cours d'examen et de nombreux corps étaient méconnaissables. Seules 5 victimes avaient pu être identifiées. Les autres attendaient des analyses médico-légales. À l'aéroport, les familles endeuillées s'étaient rassemblées, espérant des réponses. Certaines ont même monté des abris temporaires pour rester sur place dans l'attente de nouvelles. Jejuer a présenté ses condoléances et promis un soutien aux familles, mais aucun mot ne pouvait soulager leur douleur. Les victimes revenaient d'un moment de joie, pleines d'espoir pour l'avenir. Elles sont devenues les protagonistes d'une tragédie qui a endeuillé toute une nation. Les enquêteurs poursuivent leur travail pour comprendre ce qui a causé l'accident en se concentrant sur la collision avec les oiseaux et la défaillance mécanique de l'avion. Mais pour ceux qui ont perdu leurs proches, aucune explication ne comblera jamais le vide laissé. Le crash du vol, Jeju R7 C22, un 6 a coûté la vie à des parents, des enfants, des rêveurs. En un instant, leurs histoires ne seront pas oubliées. Et pour leurs familles, la vie ne sera plus jamais la même. Le 25 décembre 2024, le vol 8243 de la compagnie Azerbaijan Airlines, un Embraer 190, effectuait la liaison entre Bakou, en Azerbaïdjan, et Grozny, en Russie. L'appareil transportait 67 personnes, 62 passagers et 5 membres d'équipage. Ce qui aurait dû être un vol de routine s'est transformé en catastrophe, faisant 38 morts et 29 survivants. Ce qui s'est passé ce jour-là mêle confusion, panique et un enchaînement tragique d'événements qui, plus tard, feront apparaître la piste d'une attaque extérieure. Le vol avait décollé de Bakou à l'heure prévue ce matin-là. Les conditions météo n'étaient pas idéales, tout semblait normal alors que l'avion volait à plus de 9000 mètres d'altitude. Les pilotes, le commandant Igor Chniakin et le copilote Alexandre Kalyaninov étaient expérimentés, et l'équipage, dirigé par la chef de cabine Okuma Alieva, veillait au bon déroulement du voyage. Mais à l'approche de l'espace aérien russe, un problème critique est survenu, le système de navigation GPS a cessé de fonctionner. Les experts ont par la suite suggéré que cela était dû à des brouillages électroniques opérés par l'armée russe dans la région, une pratique fréquente dans les zones de tension politique. Privés de GPS, les pilotes ont dû se tourner vers des méthodes de navigation alternatives. Malgré cela, le contrôle aérien russe a autorisé l'atterrissage à Grozny. Mais un épais brouillard a rendu toute tentative d'approche impossible. Face à l'aggravation des conditions, ils ont décidé de retourner à Bakou. C'est alors que le drame s'est produit. Environ 81 minutes après le décollage, une violente explosion a secoué l'appareil. Les passagers et l'équipage ont été pris de panique. L'hôtesse de l'air Aydan Rahimli se souvient des masques à oxygène qui sont tombés automatiquement. Quelques instants plus tard, une seconde explosion a retenti. L'agent de bord, Zulfugar Azadov, a été touché au bras par un débris, mais a continué à aider les passagers. Les pilotes ont immédiatement déclaré une situation d'urgence et tenté de reprendre le contrôle de l'avion. Au départ, ils ont cru à une collision avec des oiseaux, mais en constatant l'ampleur des dégâts, ils ont vite compris qu'il s'agissait de quelque chose de bien plus grave. Les systèmes de l'appareil étant gravement endommagés, ils ont décidé de se détourner vers le Kazakhstan pour tenter un atterrissage d'urgence. Alors que l'avion survolait la mer Caspienne en direction d'Aktau, au Kazakhstan, sa stabilité diminuait de plus en plus. L'équipage a tenté une approche sur l'aéroport international d'Aktau, mais a échoué lors de la première tentative. Puis, le pire est arrivé. À 10h30, à seulement 3 km de la piste, l'aile droite de l'avion a percuté le sol. L'appareil a basculé, s'est disloqué et a pris feu. Une épaisse fumée noire a envahi les lieux tandis que les secours accouraient. Le site du crash était chaotique. Les premiers secours tentaient de dégager les survivants des débris. Certains passagers, en sang et grièvement blessés, ont réussi à s'extraire seuls de la carcasse. Le fuselage était éventré, les morceaux de l'avion éparpillés dans le champ. Les flammes faisaient rage et les pompiers luttaient pour les contenir. Sur les 67 personnes à bord, 38 ont péri, dont les 2 pilotes et une hôtesse de l'air. La chef de cabine Okuma Alieva faisait partie des victimes. Elle était restée calme jusqu'au bout, rassurant les passagers. Ses derniers mots diffusés par interphone furent « Tout va bien se passer ». Tragiquement, ce ne fut pas le cas. Parmi les 29 survivants, beaucoup souffraient de blessures graves, notamment des brûlures et des fractures. 2 enfants faisaient partie des rescapés, mais cette épreuve les a profondément traumatisés, tout comme les autres. Lorsque les enquêteurs ont commencé à examiner le crash, des éléments troublants sont apparus. Des fragments de missiles ont été retrouvés sur le site, laissant penser que l'appareil avait été frappé par un missile solaire. Les experts ont estimé qu'il pourrait s'agir d'un tir en provenance d'un système Pantsir S-1 actif dans la région. Des survivants ont rapporté avoir entendu plusieurs explosions avant que l'avion ne perde le contrôle. Dans un premier temps, les autorités russes ont nié toute implication.
Mais face à la pression internationale, le Kremlin a fini par présenter des excuses, qualifiant l'événement d'incident tragique. Le président Vladimir Poutine a exprimé ses condoléances sans toutefois confirmer qu'un système de défense russe était responsable. L'incident a provoqué des tensions diplomatiques et l'enquête a continué. Dans les jours suivants, les survivants et les familles des victimes ont réclamé des réponses. Azerbaijan Airlines s'est engagé à coopérer pleinement et à soutenir les personnes touchées. Finalement, l'enquête a confirmé une interférence extérieure comme cause du crash, désignant un tir de missile comme étant la cause la plus probable de la catastrophe. Pour les familles des 38 morts et les 29 survivants, ce Noël restera à jamais gravé dans leur mémoire comme un jour de douleur. Même si les débris ont été dégagés et que certaines questions ont trouvé des réponses, les blessures émotionnelles demeurent. Cette tragédie rappelle cruellement les dangers de survoler des zones de conflit, où des menaces invisibles peuvent bouleverser des vies en un instant. Nous étions le matin du 27 septembre 2024 à Provo, dans l'Utah. Le ciel était dégagé et la météo favorable alors qu'un avion Cirrus SR-22 s'approchait de l'aéroport de Provo. À bord se trouvait le pilote Michael Hiram Cox, 43 ans, originaire de St. George, Utah, et son passager Mark Andrew Johnson, 46 ans, père de 6 enfants et résident de Washington City. Ils avaient décollé de St. George plus tôt dans la journée. Vers 10 heures, l'appareil reçoit l'autorisation d'atterrir. Tout semble se dérouler normalement, jusqu'à ce que Cox décide soudainement d'effectuer une remise de gaz. Cette manœuvre est utilisée lorsqu'un pilote estime que l'atterrissage n'est pas sécurisé. Toutefois, si elle est mal exécutée, elle peut entraîner de graves conséquences. Alors que Cox tente de reprendre de l'altitude, l'avion perd de la vitesse et décroche. Des témoins au sol ont vu l'appareil piquer brusquement du nez avant de vriller hors de contrôle. Quelques instants plus tard, il s'écrase dans le lac Utah, juste au nord de Provo. L'impact est violent et l'épave coule rapidement, emprisonnant les 2 hommes sous l'eau. Des plaisanciers présents à proximité assistent à la scène et appellent immédiatement les secours. Les services d'urgence se précipitent sur les lieux, mais à leur arrivée, aucun signe de vie n'est détecté. Les eaux troubles du lac compliquent la localisation de l'épave et les plongeurs peinent à y voir clair. Les autorités, notamment le bureau du shérif du comté d'Utah, les services de police et d'incendie de Provo, ainsi que l'équipe de plongée de la Utah Highway Patrol, lancent une opération de recherche à grande échelle. L'eau boueuse du lac Utah limite la visibilité à quelques centimètres seulement. Le sergent Garrett Dudson du bureau du shérif a déclaré « Même en pleine journée, si vous entrez dans l'eau, vous ne pouvez pas voir votre propre main devant vous. » Les recherches s'étendent sur plusieurs heures, les plongeurs progressant avec précaution pour localiser l'avion. En fin d'après-midi, les corps de Cox et Johnson n'avaient toujours pas été retrouvés. Une barge était finalement mobilisée pour aider à soulever le fuselage vers la surface. Le moteur de l'avion s'était enfoncé à environ 1 mètre dans le fond du lac, rendant la récupération encore plus complexe. Vers 20h30, après près de 10 heures de recherches intensives, les plongeurs parviennent à localiser l'épave et découvrent les 2 hommes à l'intérieur de l'appareil immergé. Leur récupération fut un moment particulièrement douloureux pour toutes les équipes impliquées. La nouvelle du crash se répand rapidement, laissant familles et amis sous le choc. Michael Cox était connu comme un pilote expérimenté et un père de famille dévoué. Mark Johnson, lui aussi père aimant de 6 enfants, était profondément respecté dans sa communauté. Leur disparition brutale a anéanti leurs proches. Les enquêteurs ont immédiatement commencé à déterminer ce qui avait mal tourné. Ils ont confirmé que Cox avait reçu l'autorisation d'atterrir à l'aéroport de Provo, mais les raisons de la remise de gaz restaient inconnues. Bien que le crash ait été manifestement fatal, plusieurs détails essentiels, comme la dernière communication entre Cox et le contrôle aérien, étaient encore à l'étude. Les autorités, notamment les enquêteurs fédéraux, ont poursuivi l'analyse de l'épave pour reconstituer les derniers instants du vol. L'impact avait été particulièrement violent, le moteur étant profondément enfoui dans le lit du lac. La cause exacte de l'accident demeurait incertaine, mais il semblait évident que la combinaison d'une remise de gaz, d'une perte de vitesse et d'un décrochage avait mené à la tragédie. La famille de Cox a publié un message émouvant décrivant un mari et père aimant qui vivaient pleinement chaque instant. Les proches de Johnson ont également exprimé leur douleur, se souvenant de lui comme d'un homme qui plaçait toujours sa famille au premier plan. Le crash dans le lac Utah fut un événement aussi inattendu que dévastateur, laissant une empreinte durable sur les familles des victimes et leur communauté. Même si les enquêteurs continuaient de chercher des réponses, rien ne pouvait effacer le drame survenu ce jour-là.